Bonjour à tous, bienvenue sur Sarafan, podcast dédié à l'innovation, la science, la technologie. Aujourd'hui, on va parler de l'IA, l'intelligence artificielle, la technologie qui fait l'objet des débats dans tous les milieux, qui a connu des avancées très importantes au cours de ces dernières années. On va faire le point sur l'état des lieux de l'IA, la notion même de l'IA, son potentiel, ses dangers. Pour en parler, j'ai un immense plaisir d'accueillir Michael Camus, qui est ingénieur, chercheur en intelligence artificielle, entrepreneur, qui a créé plusieurs entreprises dans le domaine au fil de son parcours et qui me rejoint aujourd'hui à distance depuis Montréal. Salut Michael. Je suis ravie de t'accueillir. Salut Anastasia, ravi aussi d'être là. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un peu plus en détail ton parcours? Oui, donc Michael Camus. Donc là, je vis à Montréal, au Québec en ce moment. J'ai fait toutes mes études en France et j'ai fait mes études supérieures à Paris en informatique. Donc je suis expert en ingénierie. Donc je suis passé par l'Épithèque et puis j'ai fait l'Épithèque et aussi le Conservatoire national des arts et métiers en informatique, dans les systèmes intelligents. Et puis après, j'ai fait mon doctorat à l'université Pierre-Marie Curie en informatique dans le domaine des systèmes autonomes et puis de la conscience artificielle. Et donc maintenant, l'université Pierre-Marie Curie, elle a fusionné avec, elle a intégré l'université Sorbonne. Et puis après, je me suis lancé un petit peu dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai pas mal enseigné aussi à l'Épithèque pendant plusieurs années. Je suis passé du côté industrie encore quand j'étais à Paris. Et quand je suis allé à Montréal, c'est parce que j'ai été invité en fait à l'Université du Québec à Montréal. Là-bas, j'étais pendant 3 ans professeur associé invité. Et j'ai commencé vraiment à développer des technologies en continuant mes recherches, toujours sur l'intelligence artificielle distribuée, les systèmes autonomes, tout ce qui est intelligence et sciences cognitives, ça me passionne. Donc j'ai creusé vraiment le sujet et j'ai développé différentes technologies dans différents domaines, que ce soit le capacity management, la robotique, le e-commerce, la biologie des systèmes aussi. Et puis je continue en ce moment dans la partie sciences cognitives et aussi quantique. Donc j'ai un profil résolument technologique et j'ai travaillé pas mal sur des projets de recherche et développement pour l'industrie, notamment pour des agences comme l'Agence spatiale européenne, la défense européenne, et, toujours vraiment dans le thème de l'intelligence artificielle. J'ai jamais lâché ce domaine-là. Merci beaucoup, c'est impressionnant. Alors pour commencer, je voulais te poser une question générale. L'IA, qu'est-ce que c'est? Comment tu la définis? Et quel est son rôle au sein de la société contemporaine? Donc pour commencer, l'intelligence artificielle, pour moi, de base, elle a une définition particulière, en fait, parce que je suis d'une école qui vient de la rencontre de Dartmouth, en fait, aux États-Unis, qui s'est passée en 1956. Et moi, la définition de l'intelligence artificielle, c'est vraiment celle de John McCarthy, qui l'a donnée, en fait, au cours de cette conférence, en fait, avec notamment, il y avait Marvin Minsky aussi, qui était très longtemps professeur au MIT, alors que McCarthy était très longtemps professeur à Stanford. Et John McCarthy disait l'intelligence artificielle, c'est faire travailler la science et l'ingénierie pour développer des machines intelligentes. Voilà, c'est ça l'intelligence artificielle, c'est ça le domaine. Et après on se dit, ok, de l'intelligence artificielle, des machines intelligentes, mais l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Ben, l'intelligence, en fait, si on fait une transposition, qu'on compare un petit peu avec nous, êtres humains, ben, l'intelligence, elle nous permet de faire quoi? Ben, elle nous permet en fait d'atteindre des objectifs en fait à court, moyen et long terme, et ça nous permet de mettre en place des stratégies et d'atteindre ces objectifs-là et d'évoluer dans un environnement qui est connu mais aussi inconnu. Donc ça nous permet de faire tout ça. Donc l'idée avec l'intelligence artificielle, c'est de développer des machines qui soient capables de faire à peu près la même chose que les êtres humains.
que nous-mêmes et à différents niveaux d'efficacité, évidemment, que ce soit du matériel, de la robotique ou même du logiciel, en fait, parce que l'IA, elle est un petit peu partout, en fin de compte, hein. Il n'y a pas que dans la robotique, que ce soit industriel ou à la maison, comme les robots aspirateurs, par exemple. Il y a de l'IA, évidemment, dans ces genres de systèmes-là. Elle est aussi dans tous les systèmes qu'on utilise en ce moment, hein, que ce soit les produits de Microsoft, que ce soit les téléphones portables qu'on utilise, hein, en Apple ou en iOS ou en Android. Il y a énormément de sous-domaines de l'intelligence artificielle qui sont utilisés pour accélérer, on va dire, l'utilisation des logiciels. Et on le voit de plus en plus aussi avec l'intelligence artificielle générative qui nous permet de générer du texte, qui nous permet de générer du contenu. Donc, l'intelligence artificielle prend une grande place, de plus en plus de place, mais ça fait longtemps quand même qu'elle prenait de la place, l'intelligence artificielle. Sauf que là, elle s'est développée, puis elle s'améliore en fait petit à petit. Et c'est parce qu'on l'a intégrée assez rapidement dans des logiciels à utilisation de masse que maintenant on est capable de l'améliorer en fait et d'avoir quelque chose d'assez, une valeur ajoutée assez intéressante en fait pour les utilisateurs. Donc selon toi, l'IA s'est pleinement intégrée dans notre quotidien et on n'a plus de moyens de revenir en arrière. Il y a toujours moyen de revenir en arrière, techniquement parlant. Après, est-ce que les personnes qui utilisent ce genre de système vont vouloir revenir en arrière? C'est pas sûr. Tout est une question sociétale. Après, on montre un petit peu les problématiques qui émergent sur une technologie ou une manière de faire. Et après, quand on propose, on peut revenir en arrière et faire comme ça. Là, peut-être que certaines personnes vont dire « Ah oui, mais c'est quand même pratique d'avoir ce genre de système. » C'est genre, est-ce qu'on veut se passer d'une machine à laver ou d'un lave-vaisselle? Il y en a beaucoup qui aiment bien ça, utiliser ce genre de système. On pourrait revenir en arrière, en fait, mais les gens ne vont pas forcément être très motivés à le faire. Tout est une question de société. C'est un choix. C'est si l'AI se développe, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour l'utiliser. Donc, on ne les force pas et il y a des choses, ça apporte quand même des choses intéressantes. Donc non, je pense que l'intelligence artificielle est là vraiment pour rester. Est-ce qu'on peut l'enlever? Bien sûr. Après, c'est un choix de société qui est techniquement, voilà, on est capable de faire les choses. Maintenant, il faut voir ce que les gens vont vouloir faire. Je vais nommer l'épisode comme ça. L'IA aussi indispensable qu'une machine à laver. Est-ce que, à ton avis, on identifie des industries qui bénéficient le plus de l'IA? Quelle industrie en bénéficie le plus? Alors ça, c'est assez intéressant parce que il y a des domaines en fait où ça pourrait vraiment être utile. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits, par exemple, au niveau de la recherche, au niveau de la santé, au niveau de la médecine. Après, est-ce que c'est déployé partout? Non. C'est intéressant en fait de voir que le niveau technologique qu'on a dans la population contemporaine est beaucoup plus élevé en fait que le niveau technologique qu'on peut avoir dans un domaine spécifique comme la santé. Ce qu'on a dans notre téléphone, c'est beaucoup plus puissant en fait que ce qu'on peut avoir dans le matériel qu'on voit à l'hôpital. Voilà. Il y a un décalage complètement qui est assez hallucinant en fait à ce niveau-là. Et ça, c'est évidemment un problème de coût aussi, parce que si on est capable d'avoir un système d'intelligence artificielle sur nos téléphones, c'est parce qu'il y a énormément d'utilisateurs en fait et qu'il y a énormément de payeurs. Donc c'est énormément utilisé dans ces domaines-là. Mais le bénéfice vraiment de l'IA, ce serait idéalement au niveau de la santé, vraiment. De réussir en fait grâce à l'intelligence artificielle de créer des patients digitaux là, et qu'on soit capable vraiment de les traiter de manière hyper précise. Donc avoir ce genre de représentation numérique
des patients pourrait nous permettre de développer des vaccins et des médicaments qui soient vraiment adaptés à un profil particulier et que les personnes qui prennent ces traitements-là auront des effets secondaires qui soient presque nuls, en fin de compte. Parce que là, le problème avec ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des effets secondaires parce que on mélange un petit peu les genres. Donc, chaque être humain est unique. Et donc, si on veut vraiment résoudre ces problèmes-là, il faut le faire de manière très précise. Donc l'intelligence artificielle pourrait vraiment, et a déjà montré en fait qu'elle est capable de faire des choses assez impressionnantes au niveau de la médecine, au niveau de la santé, médecine, mais aussi au niveau santé mentale aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là pour travailler un petit peu la partie cognitive, que ce soit, peu importe que ce soit des enfants ou des personnes âgées. Donc, au niveau société, je pense que le côté santé et aussi éducation, on a une utilisation de l'IA qui pourrait être vraiment très positive à ce niveau-là. Donc là, on pourrait voir qu'au niveau éducation, il y a un petit débat, on va dire, hein, par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais on pourrait vraiment l'utiliser de manière très positive pour permettre en fait au cerveau des enfants et des étudiants de se développer en fait et de développer une pensée critique et qui soit capable vraiment de résoudre les problèmes de notre monde puis du futur monde qui va arriver en fait, grosso modo. C'est un peu ça. Super intéressant. Est-ce que tu vois un cas d'usage, un exemple d'un cas d'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation? Je ne sais pas si en ce moment on a vraiment des outils qui sont vraiment, ça peut aider parce que l'IA en ce moment avec l'IA générative par exemple, on peut se dire que ces genres de technologies-là nous donnent la possibilité d'accéder à de l'information plus rapidement que si on allait chercher dans des pages web, dans du Wikipédia ou dans des blogs ou des choses comme ça. Le problème après, c'est qu'il faut vérifier aussi la véracité de l'information. Et c'est un peu vrai pour tout. C'est-à-dire qu'à l'époque où Wikipédia a émergé, l'information qui était dans Wikipédia n'était pas forcément d'une véracité absolue. Donc, il fallait vraiment recouper les sources pour être sûr. Donc là, avec le temps, Wikipédia s'améliore évidemment et c'est normal. Et donc, je pense que l'IA générative, ce sera à peu près, ça prendra le même chemin, mais de toute façon, il faut entrecouper les sources. Donc, on peut l'utiliser au niveau de l'éducation pour accélérer des choses et la compréhension, mais il faut surtout, en fait, que les élèves et les étudiants prennent l'habitude d'entrecouper les sources, en fait, pour être sûr d'avoir la bonne information. Et ça, c'est très important. Mais le cas concret, en fait, que je verrais, moi, c'est vraiment travailler la partie cognition, on va dire, de l'élève, c'est-à-dire travailler la mémoire, travailler la littératie, être capable de vraiment de se créer une pensée critique. Et ça, je pense que des outils en IA sont capables, en fait, de faire ça avec les élèves et puis aussi les étudiants, puis en fin de compte tout le monde, hein, parce qu'on a toujours besoin, peu importe l'âge, de travailler un petit peu cette matière grise qu'on a, qu'on délaisse quelquefois parce qu'on prend des habitudes. Et puis il faut continuer à entretenir la flamme qu'on a à ce niveau-là. Super intéressant. Selon toi, quelle est la plus-value de l'IA pour le développement des fonctions cognitives? Est-ce qu'il s'agit de pallier au manque de professionnels ou il y a d'autres aspects que tu vois? La plus-value, en fait, c'est d'être capable d'offrir, on va dire, d'offrir une méthode à énormément d'élèves à un coût qui est moindre, en fait. Donc, à partir du moment où on a besoin d'avoir des professionnels qui s'occupent, en fait, d'élèves, c'est un certain coût, puis ça prend du temps aussi.
Donc là, si on développe des outils qui permettent d'augmenter la productivité, c'est-à-dire, c'est ça aussi le rôle de l'IA, c'est d'essayer de développer des applications qui vont permettre à des professionnels de voir et de s'occuper de plus de personnes. Donc un professionnel de la santé, avec un bon outil, va être capable de s'occuper de plus d'élèves, de plus de patients. Et c'est là-dessus qu'on doit vraiment réfléchir et, et atteindre des objectifs de productivité, on va dire. C'est ça, c'est l'objectif avec l'IA, c'est pas de remplacer le monde, c'est vraiment Mhm. d'accompagner vraiment les professionnels pour leur donner plus de productivité, plus de manière de capacité, on va dire. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça fait une transition parfaite avec ma question suivante. Les métiers, les tâches. Est-ce que l'IA aujourd'hui remplace certains métiers ou automatise certaines tâches? Ou alors, à l'avenir, tu peux déjà identifier des métiers ou des tâches qui seront remplacées par l'intelligence artificielle? Je trouve ça, ouais. C'est sûr qu'il va y avoir des évolutions, il va y avoir des transformations. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont se transformer? Oui. Mhm. Euh, Par exemple, si on a des intelligences artificielles spécialisées dans des domaines comme le légal, ça va permettre en fait d'accéder à de l'information beaucoup plus vite et de traiter beaucoup plus de choses en même temps. Donc ça va donner une productivité supérieure, on va dire, à la personne qui va l'utiliser. Mhm. Est-ce qu'elle va être remplacée par ça? On n'y est pas encore. Pas du tout. On est, on n'est pas encore sur des intelligences artificielles qui sont capables d'avoir un niveau de cognition aussi élevé qu'un être humain. Même si on Mhm. parle à un moment donné d'intelligence artificielle générale, qui va être capable de faire vraiment tout ce que les personnes font, on n'est pas arrivé à ça. Et même si on arrive à ce genre de choses, on aura toujours en fait des personnes pour pouvoir contrôler et travailler en fait avec ce genre de système. Donc, potentiellement, oui, il va y avoir une transformation. Elle ne va pas se faire en un an, en 2 ans. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une grosse transformation de certains métiers qui vont se faire, mais ça va s'étaler en fait dans le temps. Et ça va pas être une année sur l'autre, bim, bon, bah, on n'a plus besoin de vous, au revoir, c'est terminé. Si on prend l'exemple, par exemple, le côté artistique, les Mhm. artistes au niveau de l'image, au niveau du dessin, même au niveau de la musique, en fin de compte. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle donc, qui génèrent du contenu. Bon, après, on ne va pas parler Mhm. de, des problèmes qu'ils ont avec les problèmes de droit et des choses comme ça, hein, au niveau de l'apprentissage de ces systèmes-là. Donc ça, c'est un autre problème. Ouais. Mais il y a des artistes là qui utilisent à bon escient en fait ces systèmes-là parce que ils réussissent à faire des choses vraiment vraiment de très bonne qualité. Et ils Mhm. utilisent l'intelligence artificielle pour accélérer au niveau des idées, accélérer au niveau des croquis, accélérer. Donc ils sont capables en fait de générer du contenu, mais après ils vont prendre ça, ils vont le modifier, ils vont passer ça dans le Photoshop, ils vont passer ça pour les images. Et pareil pour le son en fait, ils vont retravailler leurs choses. Donc c'est est-ce qu'on va avoir un système qui va être capable de générer du contenu comme ça et puis il n'y aura aucun humain qui va gérer l'ensemble? À court terme, je ne le vois pas, à moyen terme non plus. Et puis, est-ce qu'on veut le faire au niveau choix sociétal? Est-ce qu'on a envie d'aller vers ça? Pas forcément, parce que c'est un choix sociétal aussi hein, qu'on doit faire. Donc, c'est plutôt positif en fait qu'on voit ce côté-là, ce qui est capable de procurer l'intelligence artificielle. Donc, Mhm. on parle toujours de productivité en fin de compte. Hein. Et productivité, c'est pas un mot du style il faut toujours en faire plus. Non, c'est peut-être essayer de permettre aussi de tester des choses plus rapidement et prendre du recul et faire des choix qui sont un peu plus éclairés. Donc, avoir beaucoup de cartes sur la table
et de connaissances nous permet aussi de faire des choix éclairés. Donc, si on prend de manière positive, en fait, c'est vers ça qu'on veut aller. Oui, je te rejoins là-dessus. À mon avis, on peut voir ça comme ça. On peut effectivement aujourd'hui s'inspirer d'œuvres d'art préexistantes, tout comme on peut s'inspirer de propositions faites par l'intelligence artificielle. Toutefois, est-ce que tu penses qu'il y a un risque réel d'enfermement algorithmique? À savoir, si plusieurs créatifs utilisent le même outil d'intelligence artificielle pour pour recevoir du contenu, ne serait-ce que pour de l'inspiration, est-ce qu'on peut finalement se retrouver avec des créations très similaires? Tout à fait, c'est un très bon point parce que c'est un problème aussi qu'on voit au niveau de l'intelligence artificielle, surtout les méthodes qui ont besoin de beaucoup de données en fait pour apprendre Mmh. avant de donner des réponses. À un moment donné, c'est vrai que ces systèmes-là ont besoin quand même de contenu, du contenu original pour pouvoir sortir quelque chose. Parce que si on prend du contenu généré par de l'intelligence artificielle pour mettre dans l'apprentissage pour l'intelligence artificielle, à un Oui. moment donné, ça donne plus rien. Donc effectivement, on se retrouve à un moment donné si tous les artistes utilisent les mêmes outils et si ils essaient pas de pousser un petit peu leur pensée critique, on revient toujours à ça, hein, Mmh. cette partie de littératie, de pensée critique, eh bien oui, on va avoir plein de contenu qui va se ressembler et puis on va s'ennuyer un petit peu. Ça pourrait ressembler à par exemple, il y a des maisons de production de films ou de séries qui ont réussi à capter un petit peu que il y a beaucoup d'auditeurs qui aiment ce genre de séries ou de films et donc, ils vont produire, ils vont produire, ils vont produire, mais au final, quand on les regarde, on commence à se dire, bon, c'est un petit peu la même chose. Mmh. J'ai l'impression de regarder un petit peu la même chose. Lui, il se passe dans l'espace, lui, il se passe au 19e siècle, mais en fin de compte, l'histoire, c'est à peu près la même chose. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment l'originalité. Donc, l'originalité, vraiment, c'est l'essence de Mmh. l'être humain. Il est capable vraiment de sortir quelque chose que d'où ça vient, on ne sait pas, c'est à un moment donné. Donc c'est ça, tu as le côté inné aussi de l'être humain qui est important. Ça, Mmh. l'intelligence artificielle ne l'a pas. Et oui, si on reste bloqué à utiliser les mêmes outils, on va être comme enfermé et on va pas être capable de trouver quelque chose un petit peu disruptif, là, d'original. Donc c'est effectivement, c'est un des points qu'il faut regarder en fait et garder en tête hein, pour pas se retrouver enfermé. À ton avis, est-ce qu'on a aujourd'hui des mécanismes pour prévenir ce risque-là? J'en vois pas vraiment. Il y a plusieurs écoles. On a le côté européen, un petit peu du côté de l'Asie aussi, là, qui prône vraiment la Mmh. régulation au niveau de l'intelligence artificielle. C'est bien à un certain point. Est-ce qu'il faut trop réguler en avance? J'ai pas l'impression. Donc c'est bien de le faire, mais il faut pas trop le faire. Et puis d'un autre bord, on a les États-Unis où là ils ne régulent pas, ils régulent pas du tout. Donc ils laissent faire. Et puis s'il y a des choses qui se passent mal, ben, ils gèrent après. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc ils laissent faire les entreprises. Si les entreprises exagèrent, ben, ils les convoquent puis ils leur disent non, ça c'est pas bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Et après Mmh. ils prennent des décisions. Donc la manière de faire est complètement différente. Et le problème, c'est qu'après, c'est pareil, il y a un côté philosophique, il y a un côté sociétal, c'est réguler ou pas réguler, c'est pas ça qui va nous donner une réponse sur qu'est-ce qu'on veut comme société, en fin de compte. C'est ça. C'est la société qui va. Là, il y a un travail vraiment de la société Mmh. civile, d'experts un petit peu comme des philosophes, des ingénieurs qui doivent vraiment échanger pour se dire ok, qu'est-ce qu'on veut en fait comme société, on va dire. Et puis à partir de là, on est capable d'orienter, pas réguler, mais orienter la manière dont on fait
d'intelligence artificielle et de la technologie en général, parce que on parle de l'IA, c'est un domaine, il y a des technologies qui ont émergé de ce domaine-là, et tout ça, c'est vrai aussi pour toutes les technologies. Donc, l'Europe les régule beaucoup parce qu'ils veulent pallier vraiment des problématiques au niveau de l'usage des données, au niveau de l'intrusion des systèmes dans la vie des gens. Ils veulent vraiment faire Mhm. attention à ce que ce soit pas que les entreprises n'abusent pas, et c'est bien. Il faut faire attention. Après, il faut pas aller trop loin, trop loin dans la régulation, trop vite. Revenons à la question sur les différents types d'intelligence artificielle. Tu as évoqué l'IA générative, par exemple. Est-ce que tu peux identifier d'autres types de l'IA? Alors oui, il y a différents types d'intelligence artificielle. Il y a l'ancienne intelligence artificielle en fait qui revient un petit peu aussi sur la table parce que c'est l'intelligence artificielle symbolique qui nous permettait vraiment de développer des systèmes intelligents qui soient plutôt Mhm. complètement transparents, donc on soit capable de voir ce que font ces intelligences artificielles-là. Donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, oui, il y a différentes méthodologies, en fait. Les réseaux de Mhm. neurones est une méthode, hein, une manière de faire. Après, il y a d'autres manières de faire qui permettent d'atteindre certains objectifs. Ça dépend de la problématique, en fait. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser la même manière de faire pour toutes les problématiques. Pour tout ce qui est reconnaissance d'image, génération, tout ça, c'est sûr que la technologie de tout ce qui est réseau de neurones, en fait, c'est intéressant à Mhm. faire, utiliser. Après, utiliser ce genre de système pour essayer d'avoir un gros réseau de neurones et prendre toutes les connaissances du monde pour essayer d'avoir quelque chose de général, ça paraît un peu brute force, là, ça paraît un peu beaucoup. Donc il y a d'autres manières de faire. Il y a la Mhm. neurosymbolique, donc Mhm. l'idée en fait d'utiliser les symboles. Un symbole, qu'est-ce que c'est? Ben, un symbole, c'est un mot, c'est un symbole. Un signe, c'est un symbole. Et Mhm. avant l'avènement vraiment du deep learning, donc l'apprentissage profond, on utilisait beaucoup l'intelligence artificielle symbolique et pour résoudre certaines problématiques de logique et qui sont toujours viables hein, d'ailleurs. Et, Mhm. euh, et donc, il est possible de faire de l'hybride et puis de regarder au niveau des symboles et de regarder aussi au niveau du réseau de neurones. Donc, toujours dans des systèmes qu'on appelle connexionnistes pour essayer d'avoir un petit peu la puissance qu'on a au niveau des réseaux de neurones et la souplesse qu'on peut avoir au niveau du symbolique Mhm. pour la compréhension de ce qui se passe quand le système fonctionne et d'explicabilité, on va dire, du Mhm. système. Parce que le réseau de neurones, il a été designé dans les, si je ne me trompe pas, dans les années 50. Hein. Le premier réseau de neurones, ça a été Marvin Minsky qui l'a fait. C'était vraiment une couche, on va dire, de Mhm. neurones. Il n'était pas encore en perceptron multicouche. Et il a été designé comme une boîte noire, c'est-à-dire que il y a un apprentissage et après l'apprentissage, il est dans le réseau, tout est encodé, mélangé, donc Mhm. on ne peut plus ressortir des choses. Si on le compare à une base de données, par exemple, bah, c'est complètement l'inverse. La base de données, on voit les données, on voit tout est bien Mhm. structuré et l'humain est capable de lire ça, de comprendre ça, alors que dans un réseau de neurones, non, par design, il ne fonctionne pas comme ça. Tout est encodé, donc on voit rien du tout. Quand tu dis on ne voit rien du tout, tu vises qui? Toute personne tierce au développeur du code? Même le développeur, c'est toute personne en fait. Parce que même le développeur, en fait, s'il n'a pas développé l'outil en amont pour être capable de comprendre ce qui se passe, il va pas, il va pas être capable de voir ce qui se passe. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de travaux qui se font hein, pour être capable de faire ça, mais vu que le système il n'a pas été designé pour ça, bah, là, on essaie de triturer un petit peu les choses, de tordre le cou à quelque chose. Voilà, c'est Ça, à mon avis, c'est inquiétant. Comment ça se fait que l'auteur même du code n'arrive plus à accéder à son propre code ou alors à la manière dont le code se développe?
Parce que c'est le fonctionnement même du réseau de neurones. Il fonctionne avec des poids, en fait, avec des valeurs numériques. L'apprentissage des images ou des lettres ou des textes ou peu importe, des vidéos. Le système va être capable de l'encoder, mais il est entraîné à reconnaître des choses, à ressortir ou à générer des choses, mais c'est pas une base de données, donc il va falloir lui poser des questions en fait pour lui demander qu'est-ce que c'est que ce mot-là, qu'est-ce que c'est que la définition de tel mot. Là, il va être capable de générer des choses, mais c'est l'apprentissage qui fait que tous les poids numériques des réseaux de neurones se calent comme un égaliseur un petit peu en son, en hi-fi. Et donc, on n'a pas de mots en tant que tel ou de symbole pour représenter ces éléments-là dans le réseau de neurones. Voilà. Minsky, il s'est inspiré des neurones au niveau du cerveau et il a réussi, il a développé en fait un algorithme en fait qui s'inspirait de ça. Et durant plusieurs années, les autres chercheurs, professeurs, ingénieurs ont continué à travailler et puis à raffiner en fait ce modèle-là. Donc c'est par design qu'on n'est pas capable en fait de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'apprentissage qui fait ça. Donc, de ce que je comprends, l'auteur du code arrive toujours à voir comment le système, par exemple en réseau de neurones, se présente, comment le système est fait, organisé. En revanche, c'est bien la partie apprentissage qui échappe au contrôle de tout le monde, y compris de l'auteur même du code. On sait comment l'apprentissage fonctionne, à faire reconnaître ces choses à son réseau de neurones. Pendant que le réseau de neurones fonctionne, on ne peut pas voir ce qu'il fait à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a différentes techniques qui permettent maintenant de le voir, mais il faut vraiment les implémenter en avance. Mais vu que le système n'est pas designé pour ça, c'est pas évident. C'est pas si évident de le voir en fait. Voilà. Et ça dépend beaucoup des données d'apprentissage. Donc, il ne faut pas que des ingénieurs mal intentionnés modifient les données d'apprentissage pour avoir un comportement de système d'IA un biais. Donc il y a beaucoup de travail pour faire attention à ça, si on commence à parler de la partie sécurité. Est-ce que toutes les intelligences artificielles sont construites de la même façon ? À savoir, il y a un réseau de neurones qui est à l'origine de chaque système d'IA, ou il peut y avoir d'autres manières de faire ? Il y a d'autres approches, oui. Là, le réseau de neurones, c'est par apprentissage, mais on peut avoir des systèmes experts, en fait, où là, on parle de logique. Donc, on peut prendre vraiment des vraies données qu'on a sur le réseau, sur des bases de données, en fait, et on est capable de construire des prémices, des conclusions, des faits. On fait un assemblage de faits et on est capable d'avoir des systèmes experts assez évolués. Donc, pareil, pour résoudre des problématiques de classification, on peut utiliser différents algorithmes comme l'algorithme génétique. Les algorithmes génétiques, en fait, c'est d'inspiration de la génétique. Donc, on fait du croisement, de la mutation et de l'aléatoire au niveau des données, en fait, sur plusieurs cycles, pouvoir essayer, en fait, de faire une catégorisation ou trouver un chemin particulier d'un problème. Donc, c'est toujours lié vraiment à qu'est-ce qu'on veut faire et quel problème on veut résoudre. Donc, en fonction du problème qu'on veut résoudre, on va essayer de trouver l'algorithme. Et puis là, on parle d'intelligence artificielle, mais ça peut être un algorithme un peu plus basique pour résoudre ce problème, en fait. Donc, quelquefois, certains utilisent de l'intelligence artificielle pour résoudre un problème, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin. Ils ont surtout besoin, en fait, de numériser vraiment leurs données et puis d'avoir un algorithme, en fait, qui permet d'agréger ça. Donc, faut le voir ça comme quel problème j'ai besoin de résoudre et voir si j'ai besoin d'utiliser l'intelligence artificielle
et quelle méthode dans le domaine de l'intelligence artificielle je vais utiliser pour résoudre mon problème. Tendance en ce moment, c'est sûr que quand on voit les AI génératives et puis les LLM, on a envie d'utiliser à peu près la même méthode pour résoudre à peu près tous les problèmes. C'est comme si on avait inventé un marteau et qu'on transformait tout en clou. Mais ça fonctionne pas totalement comme ça. Donc, et c'est normal, c'est naturel, hein, évidemment. Quelqu'un a trouvé quelque chose qui marche bien, on veut l'appliquer partout pour voir si ça fonctionne. Donc on est un petit peu dans cette période-là. Et puis là, on constate qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, des choses qui ne fonctionnent pas bien. Mais donc, en IA, il y a les réseaux de neurones, il y a les systèmes multi-agents, il y a les systèmes experts, il y a les algorithmes génétiques. Donc, il y a différents algorithmes statistiques qui nous permettent de travailler les données. Les systèmes multi-agents sont assez puissants parce que ça nous permet de simuler vraiment des populations ou même des systèmes vivants. D'éléments autonomes qui communiquent entre eux et qui donnent un sens global, alors que quand on regarde de manière précise, il n'y a pas vraiment de sens quand ça communique, mais quand on regarde de manière globale, on voit un sens particulier. Donc, les domaines dans l'intelligence artificielle, il y en a plusieurs, hein. On a la logique floue, qui est utilisée aussi beaucoup dans l'IA et aussi dans les réseaux de neurones. Donc, un panel de types d'algorithmes en fait qui sont intéressants. Puis même dans la partie réseau de neurones, il y a différents types de réseaux de neurones qui existent, des architectures qui existent en fait, et des méthodes d'algorithmes en fait qui permettent de construire différents types de réseaux de neurones pour résoudre différents types de problèmes. Donc là, on rentre vraiment dans des spécificités. Quand on travaille dans l'informatique et notamment dans l'intelligence artificielle, c'est intéressant parce que quand deux chercheurs ou ingénieurs travaillant dans l'intelligence artificielle discutent entre eux, c'est pas forcé qu'ils vont être d'accord sur tout ou qu'ils vont se comprendre sur tout. Parce que le sujet, il est quand même assez large. Et donc, il y a beaucoup de sujets à mettre sur la table et d'arguments à échanger, en fait. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Le système multi-agent, qu'est-ce que c'est? Aurais-tu un exemple pour expliquer d'une manière un peu plus concrète comment ça se présente, le système multi-agent? Les systèmes multi-agents vont permettre vraiment d'effectuer de la simulation et de la représentation. Par exemple, on a déjà utilisé les systèmes multi-agents pour représenter une constellation de satellites autonomes. Donc numériquement, un satellite est un agent. Et on peut faire la même chose aussi avec une population. Donc modéliser en fait une population dans une ville. En fait, chaque être humain est un agent. Il a un comportement autonome et particulier, et le système multi-agent va permettre en fait de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en fait dans cet environnement-là, et de voir l'évolution des personnes en fonction de l'environnement quand celui-ci il change, comme si on était dans une grosse simulation. La tendance qu'on a en ce moment avec les agents, c'est avec tout ce qui est AI générative en fait, c'est de développer en fait pour chaque AI un agent et qu'ils soient capables en fait de s'interconnecter eux-mêmes. Donc, vu que le chemin de l'intelligence artificielle générale va être quand même assez long, c'est possible de développer des IA génératives qui soient très spécialisées dans des domaines pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hallucination, parce que le but d'une IA générative, c'est de générer. Donc, ça génère. Même si ça génère du faux, ça génère. Donc, il faut s'assurer en fait que ce soit vrai. Et plus c'est large, plus on augmente le pourcentage d'erreurs. Et donc, il y en a pas mal qui travaillent sur des sujets pour avoir des AI qui sont un peu plus spécialisés et les transformer un petit peu en agents, et que les AI soient capables de s'entraider en fonction des sujets, de se communiquer entre eux pour pouvoir résoudre un problème plus complexe. Une manière aussi que moi j'ai utilisé un système multi-agent pour de la robotique, c'est
un agent, est un élément vraiment tout petit, qui est un symbole en tant que tel. Et c'est un ensemble d'agents et d'organisations d'agents dans différentes échelles qui vont représenter une personne ou un robot. Moi, j'ai fait ça dans la robotique. Donc, un robot, pour moi, c'était plusieurs systèmes multi-agents. Donc, ça se rapproche un petit peu de la physique aussi et de ce qu'on peut voir aussi dans la biologie des systèmes. Des éléments qui s'activent en fonction de l'environnement et des capteurs du robot pour former une sémantique particulière et donner des ordres au robot, en fait. Donc, ça veut dire qu'avec ce genre de système, on est capable de donner des objectifs en utilisant une phrase à un robot, et le robot, il est capable d'atteindre cet objectif-là, en fait. Donc, pour moi, les robots allaient chercher des objets, par exemple. Donc, ils allaient chercher des objets tout seuls. Donc, c'était pas un réseau de neurones, puis c'était pas non plus un système à base de règles. Donc, j'utilisais un système multi-agent qui est un gros réseau, en fin de compte. Hein. C'est un réseau, en fait, de sémantique qui se modifie en temps réel en fonction des objectifs du robot. Et grâce à ces méthodes-là, on est capable de générer des modèles en temps réel, ce qui est assez intéressant parce que l'on parlait de symbolique tout à l'heure. Bah, vu qu'on est dans la symbolique et dans la sémantique, on est capable de voir en temps réel ce que fait le robot. Donc ça, c'est plutôt transparent. Et on n'est pas obligé d'utiliser plein de données en fait pour faire l'apprentissage. On peut utiliser les données qu'on connaît d'un domaine et de le rentrer directement, comme si on avait une base de données puis on le rentrait dans le système. Une orientation en fait au robot. Donc on est toujours dans le connexionnisme, dans l'hybride neurosymbolique en fait à ce niveau-là. Donc il y a différentes écoles aussi, la manière de voir les systèmes multi-agents. Donc là j'en ai parlé de trois manières différentes. Donc un agent pour simuler une personne ou un objet, un agent qui prend le rôle d'une AI générative qui va se communiquer avec d'autres, et puis sinon la méthode vraiment multi-agent pour représenter, c'est un organisme artificiel en fin de compte, pour représenter un robot et qu'un ensemble de systèmes multi-agents soit capable de communiquer avec d'autres aussi pour que des robots puissent communiquer avec d'autres. Donc là, ce sont des domaines quand même assez spécifiques. Il y a beaucoup de travaux qui se font. Revenons à la question de régulation de l'intelligence artificielle. Donc, notamment la régulation européenne, l'IA Act, qui est sortie récemment au sein de l'Union européenne. Cette régulation prévoit plusieurs obligations qui pèsent notamment sur les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle. Et parmi ces obligations, on retrouve notamment l'explicabilité et la transparence de l'algorithme. Compte tenu du phénomène de boîte noire que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que, à ton avis, ces obligations-là peuvent réellement être respectées par les fournisseurs de systèmes d'IA ? Ils mettent ça en place pour au moins avoir toutes les données d'apprentissage qui soient rendues disponibles pour voir quelles données ont été utilisées pour l'apprentissage. Donc au moins on va comprendre qu'est-ce qu'on va avoir dans le système, donc on va pouvoir un petit peu extrapoler le comportement du système. À partir du moment où on a aussi l'algorithme en tant que tel, en open source, on est capable de voir quel algorithme va être appliqué en fait sur ces données-là, on va être capable de voir comment ça va fonctionner. C'est sûr. Donc, on va s'assurer que quand l'algorithme va être utilisé, on va être capable de dire en fonction de ces données d'entrée-là et en fonction en fait de l'algorithme qu'on a vu, on peut dire à 90% ou 99% que on va avoir ce comportement-là, donc on va pouvoir minimiser le risque. Sauf que pour faire ça, ça demande quand même un travail assez important parce que les données d'apprentissage, il y en a beaucoup. Donc pour passer à travers, ça va prendre du temps. L'algorithme en tant que tel, ça peut être un algorithme assez important. Ça, on sait déjà le faire parce qu'il y a l'open source, on est capable de regarder les sources.
de voir un Mhm. petit peu l'algorithme en général, si on voit des choses un petit peu bizarres, ou tiens, la donnée, elle va où là, pourquoi elle va là, on est capable, ça, on est capable de maîtriser cette partie-là. Après, l'exécution du système, c'est sûr que s'il n'est pas designé en tant que tel pour qu'on puisse voir en temps réel pourquoi il prend ces décisions-là, bah, ça ne va pas donner grand-chose, en fait, grosso modo. Donc, ça va demander des gros audits avant de sortir une technologie, ce qui est quand Mhm. même assez embêtant parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent pour développer ce genre de système-là. Donc, s'il faut attendre qu'une administration est passée à travers des données et l'algorithme, des choses comme ça pour valider un petit peu, c'est compliqué. On n'est pas là-dedans actuellement, hein, mais si on met des règles, mais qu'on ne s'assure pas qu'il y a des organisations qui appliquent les règles, qui fassent des vérifications, bah, ça sert à quoi de mettre des règles? Donc, parce que Mhm. toutes les entreprises sont pas toutes des organisations qui vont dire oui, oui, je vais respecter en fait la réglementation et la loi. Quelquefois, elles le font pas parce que elles veulent pas, c'est juste que elles connaissent pas. Mais ça arrive. Donc, les régulations va permettre de sécuriser surtout, je pense, l'utilisation des données personnelles. Ça, c'est très très bien. Et puis peut-être aussi, à un moment donné, les droits d'auteur, parce que malheureusement, s'il y a des AI génératives au niveau images et son, c'est parce qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet qui a été utilisé malheureusement contre la vie de pas mal de personnes, en fin de compte. Donc ça pose des problèmes. Donc là, les règlements pourraient aider vraiment à ça. Vraiment, le comportement de l'IA, ça va prendre beaucoup plus, je pense, pour s'assurer qu'une IA fasse ce qu'on lui a dit de faire, en fait, grosso modo. Donc, si je comprends bien, on peut mettre en place des mesures, des moyens pour rendre le système d'intelligence artificielle euh, explicable et transparent, mais il restera toujours certaines limites à cette transparence. Oui, il y a une certaine limite. Tant qu'on n'aura pas des systèmes d'intelligence artificielle qui sont designés Mhm. pour être complètement transparents pendant leur fonctionnement et qu'on soit capable de modifier leur comportement avant qu'ils puissent agir, donc mettre vraiment des garde-fous. Tant qu'on n'aura pas ça, oui, il y aura des risques, évidemment, tout à fait. Beaucoup s'orientent aussi vers des AI qui sont spécialisés parce que bah, ils limitent les risques hein, à ce niveau-là. Revenons aux différents types d'intelligence artificielle. Je crois comprendre qu'on peut parler de l'intelligence artificielle quantique. Est-ce que tu peux rebondir sur cette notion? Déjà, est-ce que le terme est correctement employé? On peut parler d'une intelligence artificielle quantique? On peut parler de ça, c'est un domaine vraiment qui est en émergence. Le quantique, en ce moment, il y a énormément d'investissements qui se fait sur l'ordinateur quantique, le processeur quantique, et Mhm. la manière de travailler d'un processeur quantique quantique est complètement différent de ce que peut fonctionner un ordinateur classique, un processeur classique, comme on peut le retrouver dans nos téléphones ou dans nos ordinateurs portables. Ok. Le processeur quantique, lui, il va être capable de superposer des informations. Donc un ordinateur classique va fonctionner avec des 0 et des 1, on fonctionne avec du binaire. C'est la base du fonctionnement d'un ordinateur. Donc on a Mhm. des méthodes mathématiques après pour représenter un mot, une lettre et un mot en utilisant au départ des 0 et des 1. L'ordinateur quantique, lui, il est capable de superposer les 0 et les 1 en fait. Mhm. Donc il est capable de résoudre pas en ce moment, mais l'objectif, c'est de résoudre des problématiques qui prennent beaucoup de temps à résoudre sur les ordinateurs classiques, même sur des supercalculateurs.
donc sur des problématiques qui demandent de parcourir un nombre énorme de solutions potentielles. Voilà. Donc, on peut avoir, c'est comme une grosse carte routière en fait, il y a plein de routes partout, et puis on veut aller quelque part, et on se dit, ok, quelle route ce serait la mieux pour tel contexte, ou tel contexte, ou tel contexte. Ben là, une machine classique, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va parcourir les éléments. On va comparer les éléments, et il y a beaucoup d'algorithmes en IA justement qui nous permettent de ne pas passer par des chemins, parce que ça ne sert à rien de passer par ces chemins-là, parce qu'on sait déjà que au niveau de la probabilité, ce ne sera pas un bon chemin, donc on gagne du temps. Donc l'ordinateur classique gagne du temps comme ça. Donc il y a des algorithmes très évolués qui permettent de parcourir un maximum de chemins pour voir après c'est quoi les chemins les plus intéressants. Et il y a des problématiques d'ingénierie et scientifiques qui demandent des calculs qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus que ça sur des supercalculateurs. Et ce qu'on espère de faire avec les processeurs quantiques, c'est de faire ça en quelques minutes à la place. Donc, et pourquoi? Parce que cette superposition, c'est-à-dire que l'ordinateur quantique, il serait capable de prendre cette grosse carte routière immense et de prendre tous les chemins possibles, de les mettre en superposition et de donner immédiatement, en fonction du contexte, voici les chemins qui sont les plus viables, en fait, grosso modo. C'est une manière de traiter l'information différente. Donc, c'est vraiment très complémentaire avec l'informatique classique, et ça permettrait de résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre à une échelle de temps acceptable sur l'ordinateur. Et donc, l'intelligence artificielle, vu que on travaille beaucoup sur des problématiques avec des réseaux, des réseaux, donc c'est des graphes. On doit trouver le meilleur chemin possible. Donc, si on a une IA pour jouer au Go, pour jouer aux échecs ou des choses comme ça, bah, il faut penser 3-4 coups en avance. Il faut choisir le meilleur chemin pour jouer tel pion, tel pion. Donc là, le domaine émergent, c'est d'essayer de faire de l'intelligence artificielle en utilisant du quantique justement pour faire cette superposition-là et d'accélérer, on va dire, les choix qu'on va faire. Donc donner vraiment une puissance supplémentaire pour que le système d'intelligence artificielle soit encore plus performant et surtout plus précis dans son comportement. Les processeurs quantiques en ce moment sont encore en mode recherche et développement. Donc, on a plusieurs acteurs qui travaillent sur du processeur quantique. Il n'y a pas de processeur quantique en mode production en ce moment. Donc, on n'est pas capable de résoudre un cas concret de production, une application vraiment utile dans la vraie vie avec un processeur quantique. Mais la recherche continue et il y a certains tests et certaines expériences qui montrent que on se dirige vraiment vers ça. Ce quantique-là, ce monde quantique-là, va permettre à l'intelligence artificielle de continuer à se développer et va permettre de résoudre des gros problèmes en un temps record, en consommant aussi moins d'énergie, parce qu'on s'entend que si on est obligé d'utiliser énormément de processeurs pour du calcul, ça prend de l'énergie. Donc là, avoir un système designé autrement, en fait, pour résoudre les problèmes autrement, il va consommer moins, il va donner la réponse plus rapidement. Donc voilà. Mais on est au balbutiement en ce moment de l'intelligence artificielle quantique. On est en émergence. Il y a certaines entreprises qui sont beaucoup dans la recherche et développement, qui commencent à parler du terme. Donc, ça se met en place. Tu dis que l'IA quantique, enfin l'ordinateur quantique, consommerait moins d'énergie pour effectuer les mêmes tâches que l'ordinateur classique. Pourquoi? L'ordinateur quantique, il n'est pas plus puissant qu'un processeur quantique. Il ne fait pas des calculs à très haute vitesse comme
comme nos processeurs. En ce moment, on est à un niveau où on est capable de résoudre un algorithme. Par exemple, on fait tourner ça sur un processeur quantique, ça va fonctionner pendant 30 minutes à 40 minutes, et sur un ordinateur classique, ça va prendre une demi-seconde. Mais c'est la manière de traiter l'information qui est complètement différente. Donc là, quand on parle de puissance, c'est pas vraiment le bon mot en fait, quand on compare le quantique avec le processeur classique, parce que le processeur quantique ne fonctionne pas à très haute fréquence. C'est juste la représentation de l'information qui est complètement différente et qui permet, en fin de compte, de résoudre des problèmes que le processeur classique, lui, son design ne le met pas en avant pour le faire. Donc, lui, le processeur classique, il est obligé de calculer les chemins. L'ordinateur quantique, il n'a pas besoin de le calculer puisqu'il le représente directement, en fait. Donc, c'est la manière dont on représente l'information qui joue. Et donc, c'est pour ça que pour certains problèmes, on espère vraiment que l'ordinateur quantique, les processeurs quantiques vont être plus performants, que ce soit au niveau de la consommation d'énergie, ou que ce soit de la consommation d'énergie ou du temps de résolution. C'est pas plus rapide un processeur quantique, c'est une architecture différente, c'est une manière de voir les choses différentes. On parle d'ordinateur quantique, il n'existe pas. On parle de processeur quantique. Le processeur quantique, il n'y a pas de mémoire quantique, il n'y a pas de réseau quantique. Ça, c'est des domaines de recherche complètement ouverts. Donc, ce processeur quantique-là, il est branché à de l'ordinateur classique qui prépare la donnée, qui prépare l'information pour donner après la carte, vraiment, l'algorithme, on va l'appeler, sur le processeur quantique pour avoir la réponse. Donc, en ce moment, on est à ce niveau-là. Donc, on ne sépare pas les deux. Un ordinateur quantique n'est pas capable de faire fonctionner un système d'exploitation comme on peut avoir. Il n'y a pas de Windows qui tombe dessus, ou de Linux, ou de macOS. On n'est pas arrivé à ça du tout. Donc, je comprends que cette technologie, elle est en émergence. Est-ce que on a réellement besoin d'une telle puissance de calcul? Je me dis, cette technologie est en émergence parce que simplement elle n'a pas été suffisamment étudiée à date, ou c'est parce qu'on n'a pas identifié des cas d'usage pour une telle puissance? Il y a la partie, oui, c'est de la recherche et développement. Donc, comme tout projet recherche et développement, il faut essayer de trouver l'investissement en fait pour travailler sur les projets. Et donc, il y a des industriels qui ont parié vraiment là-dessus, en voyant certains résultats de chercheurs, en disant oui, dans le futur, le processeur quantique, ça va être vraiment important. Il va falloir qu'on travaille cette partie-là. Maintenant, il y a tout à repenser au niveau de la traitement de l'information. Donc, c'est très, très long. Donc là, on parle plus donc je parlais de 0 et de 1, hein, qu'on appelle des bits en informatique. Et en quantique, on appelle ça des quantum bits, des qubits. Et on peut les superposer. Donc, le modèle est complètement différent. Donc, il faut repenser complètement de A à Z la manière dont on programme et la manière dont le matériel est conçu. Donc, on repart de zéro, en fin de compte. Donc, c'est très, très long. Et les processeurs, ils sont réalisés, mais c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis encore en production, parce que c'est long, il faut les tester, il faut voir s'ils sont performants, et il faut voir si on est capable, avec ce type de technologie, d'aller vers du cas applicatif concret, en fait, pour l'entreprise, pour les organisations, pour tout le monde. Et donc, c'est des cycles de développement qui sont quand même assez longs. Et c'est pour ça que c'est beaucoup les grosses entreprises là qui ont mis des fonds pour faire ces travaux-là, et puis des gouvernements aussi qui ont donné des subventions à des laboratoires en fait pour être dans la course et puis continuer à acquérir cette connaissance-là, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre comment concevoir
ce genre de système. Donc, on veut aussi être capable de le construire. Et donc, c'est des cycles qui sont quand même assez longs, et comme tout projet de recherche et développement, ça prend du temps, parce que c'est validé aussi scientifiquement parlant, et la science avance à sa vitesse, qui est complètement différente de la vitesse à laquelle les entreprises fonctionnent ou la société fonctionne. La science prend le temps. C'est des discussions, c'est des collaborations, donc voilà, c'est du temps. Et à chaque fois qu'une entreprise veut aller trop vite et montre des résultats, bah, des fois, ils se font un petit peu, pas taper sur les doigts, mais les pairs scientifiques sont là en disant ah oui, mais là, je comprends pas pourquoi vous faites ça, ça on le voit pas, on a besoin de voir cet algorithme-là, on a besoin de voir ça pour valider vraiment la véracité de ce que vous dites. Et c'est normal. C'est normal de faire ça. On ne veut pas qu'une entreprise nous vende quelque chose qui est complètement faux et qui voilà. Donc la science est là vraiment pour avancer, pas à la vitesse de la société, mais d'être sûr en fait que ce qui sort de là, bah, on a quelque chose de cohérent, voilà, de cohérent avec ce qui existe, et que la définition qu'on lui donne, c'est la bonne définition. C'est ça. Donc la science, c'est ça aussi, on stabilise les choses. Donc ça prend du temps. Et c'est normal que ça prenne du temps. Pour construire des choses, et quand on construit du matériel, c'est compliqué parce que les cycles, ils sont plus longs aussi que développer un logiciel. Développer un logiciel, c'est très complexe aussi, mais les cycles sont plus courts. Alors que la construction, bah là, il faut des fournisseurs, il faut assembler les choses, il faut tester, il faut regarder, et après pour commencer. Donc ça prend du temps. Revenons aux risques liés à l'intelligence artificielle. On a évoqué tout à l'heure l'enfermement algorithmique, manque de transparence, ce qui résulte en un manque de contrôle sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu vois d'autres risques? Oui, le grand risque en fait que je vois, c'est que on fasse trop confiance à ce genre de système. De laisser les IA et les algorithmes faire des choses qu'on pourrait faire nous-mêmes, et de perdre les connaissances. Et donc d'être complètement tributaire de ce genre de système. Donc qu'au fil des années, bah, on ait de moins en moins de personnes qui soient capables de construire ce genre de système et de remettre en cause ce genre de système. Il faut vraiment garder ça en tête, parce que c'est vraiment possible d'arriver à un point où on n'a plus assez d'experts pour maîtriser les choses qui fonctionnent. Si on veut refaire les choses ou requalifier ou modifier, on a besoin de gens qui connaissent ça. Donc si au niveau de l'utilisation générale, au niveau de l'éducation, on utilise des outils qui nous permettent de gagner du temps, certes, mais pas à bon escient, parce qu'on n'apprend pas. Il faut continuer à apprendre. Donc, et idéalement, on devrait utiliser des outils seulement si on comprend vraiment comment ça fonctionne. Pas pour tout le monde, mais en tout cas pour des experts de domaine. Des experts en intelligence artificielle qui font de la programmation, ils vont utiliser les systèmes d'IA pour les aider à programmer, à faire des choses, mais c'est important que ces personnes-là comprennent l'essence même d'un langage de programmation, la philosophie d'un langage de programmation, comment il est fait pour pouvoir designer quelque chose. L'IA va proposer des choses, mais c'est important en fait qu'on garde cette connaissance-là. Et un des gros risques, c'est vraiment qu'on perde ça. Parce qu'on va naturellement vers la facilité. Naturellement vers la facilité, et donc on ne veut pas apprendre quelque chose parce qu'on a déjà des outils pour le faire. Le problème, c'est que on a besoin de gens pour les créer, ces outils-là, et peut-être les repenser, et peut-être même refaire quelque chose différemment, parce que on va en avoir besoin pour résoudre des problèmes qui arrivent, qui vont arriver. Donc c'est important de garder un niveau en fait de compétence au niveau de l'école, au niveau de l'université,
Il ne faut pas se créer une dépendance vraiment au niveau de ces systèmes-là. On y est déjà dépendant. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais quelquefois, bon, il y en a beaucoup qui ont un compte Netflix. On regarde, tiens, ben Netflix me propose ça. C'est lui qui te dit quoi regarder. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avant, on n'avait pas ces outils-là. Bah, on essayait de réfléchir. J'ai envie de quoi? J'ai envie de ça. Je vais regarder un petit peu le thème, quel genre de film j'ai à la vidéothèque ou chez moi ou quoi que ce soit, et puis de regarder un petit peu. En fait, cette recherche-là, elle n'est plus Mhm. là. Elle n'est plus là. Mhm. On ne s'en rend pas compte, mais elle nous manque. Cette recherche-là, parce que c'est une étape importante en fait pour apprécier aussi ce qu'on va regarder. On parle très peu de ça parce que ça c'est un côté un peu sociétal et humain, mais c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important qu'il faut garder en tête. On nous impose rien, on nous offre des outils, mais les outils nous disent tiens ben, regarde ça, tu vas aimer. Ah bon? Comment il sait que je vais aimer ça? Qu'est-ce que Parce que on aime tellement de choses. Au niveau de la recherche, là, si on se balade sur YouTube, il suffit de regarder à un moment donné, on peut avoir des lubies et puis s'intéresser à un sujet particulier. On va regarder 3-4 vidéos et après le YouTube, il va dire ah regarde, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça dessus. Il dit oui, mais attends, moi je fais autre chose de ma vie que ça aussi. Hein, donc il n'y a pas de donc voilà, les orientations sont quand même assez particulières. Il faut garder conscience, donc prendre du recul et s'assurer qu'on utilise les outils à bon escient. Et c'est de plus en plus difficile parce que ces outils-là nous facilitent la vie un peu. Ça va vite et puis on se laisse un petit peu porter. Et le problème, c'est de se laisser porter. À un moment donné, si le système ne marche plus, on fait comment? Voilà. Si le système t'oriente sur une manière où tu voulais pas et puis il se passe quelque chose, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Là, on parle de la désinformation, puis là, on le voit déjà. La désinformation, Mhm. au niveau de l'intelligence artificielle, là, c'est là où il y a énormément aussi de problèmes. C'est que c'est des technologies assez puissantes et que des personnes malveillantes soient capables de manipuler l'information, puisqu'on la génère maintenant. Donc, une information devient un fait. Maintenant, c'est des faits. Voilà, on a des faits partout. Et malheureusement, c'est vraiment difficile de séparer de plus en plus les faits des choses inventées. Et ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. La chose la plus dangereuse, ça, avec le côté éducation, parce que là, on peut perdre vraiment le lead, on va dire, de nos vies, là, de l'humanité, là, parce qu'on on voit pas la vraie information, en fait. Ça, c'est un gros, gros, gros problème. Ça va très vite sur les réseaux sociaux, donc ça se propage beaucoup plus vite. Donc, voilà, ça, c'est un gros problème. Je suis d'accord avec toi. Pour essayer de contrôler ces dérives, pour maîtriser ces risques, on fait quoi? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on limite l'usage des réseaux, des technologies, de l'IA? Ou au contraire, tu penses qu'il faut qu'on collabore au maximum avec l'intelligence artificielle, à savoir qu'on apprend ce que c'est, on apprend à le contrôler, on apprend à l'utiliser, peut-être qu'on fournisse plus de données à l'intelligence artificielle pour recevoir du contenu plus riche, plus intelligent, plus adapté? Il y a plusieurs choses. Première chose, c'est par rapport à l'IA en tant que telle, c'est d'utiliser des technologies vraiment qui permettent vraiment une transparence, 100% de transparence en fait, qu'on soit capable de Mhm. voir qu'est-ce qui se passe en fait dans ces IA-là, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, et pas dire bah, je suis capable d'expliquer sa prise de décision. Bah oui, mais si elle a pris une décision, c'est trop tard. Nous, des fois, on veut éviter qu'elle prenne une décision qui soit mauvaise, donc on veut voir qu'est-ce qui se passe. Et ça, on peut mettre vraiment des cadres pour pousser à ce niveau-là. Au niveau, au niveau des personnes, là, tu prends l'exemple par rapport à choisir un film, échanger avec l'IA, et ça, c'est un côté positif, je pense, de
travailler avec l'IA. C'est-à-dire que capable d'échanger et de faire cette recherche mentale personnellement, comme on le faisait avant, parce qu'on ne veut pas retourner en arrière non plus, c'est pas l'objectif, d'avoir un système qui est capable de prendre ton information par rapport à ce que tu as envie de regarder, et en plus de t'expliquer, bah, si tu aimes bien ça, il y a ça que tu pourrais regarder comme film, et je te propose ça parce que, regarde, c'est ça la logique. Ça, c'est Mhm. intéressant, en fait, parce que là, c'est un échange. Donc là, c'est Mhm. plus quelque chose, tiens, je te donne ça, vas-y, maintenant, consomme. Non. Là, il y a un échange. Et donc, là, c'est même plus intéressant de faire ça que de faire ce qu'on faisait avant, genre avec nous-mêmes dans notre tête, on fait ça, puis on regarde. Là, on a un miroir et on est capable vraiment de travailler dessus. Donc ça, ce serait vraiment super intéressant Mhm. d'avoir ce système-là. Mais pour être capable d'avoir ça et que ça fonctionne bien, il faudra vraiment avoir des systèmes transparents à ce niveau-là. Donc ça, c'est oui, une utilisation positive, on va dire, de l'IA à ce niveau-là. Ça va tellement être présent dans la société, en fait, que c'est important de comprendre un petit peu comment on utilise ces choses-là. Parce que il y a des biais, et c'est normal. Donc, il faut s'intéresser en général à ce qu'on fait. Puis, on parle de l'IA, on parle de la technologie, mais je pense que c'est vrai pour plein de choses. C'est quand même mieux d'être conscient et de s'intéresser à voir comment fonctionnent un minimum les choses pour faire les bons choix à un moment donné, pour dire tiens, je préfère utiliser ça parce que ça répond mieux à mes besoins que dire Mhm. tu prends ça puis ça marche bien puis voilà on s'en fiche. Ça peut être correct à un moment donné aussi, hein, on n'est pas obligé d'être complètement on va dire vouloir maîtriser toutes les choses, c'est pas forcément bien. Euh, mais, euh, mais pour l'intelligence artificielle, je pense que ce serait une bonne chose, effectivement, de comprendre. Mais pour pouvoir comprendre, il faut que ceux qui développent ces technologies-là donnent la possibilité aux gens de voir qu'est-ce qui se passe et comprendre ces choses-là, en fait. Transparence et la communication, j'imagine. Oui, parce que Ouais. on échange, bon, on parle même avec les IA génératives, on peut parler avec, on échange. Euh, Donc, on peut essayer de faire un pas de côté et dire, bon, moi, quand je discute avec une personne, ben, j'essaie de la connaître un peu pour avancer dans la discussion. Et puis, voilà, ce Mhm. qui est normal. Donc, là, c'est une machine, mais on est capable de faire de plus en plus de choses avec. Donc, bah oui, c'est intéressant de savoir un petit peu connaître les mécaniques pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste quant à la possibilité de, de la société de maîtriser l'IA et de la contrôler? Je parle des utilisateurs d'une manière générale. Hum, quels sont tes pronostics? Enfin, technologiquement parlant, je suis plutôt optimiste parce que je Mhm. pense réellement que c'est possible. Gérer les enjeux de pouvoir, en fait, au Mhm. niveau mondial par rapport à des pays qui sont en concurrence, enfin, ça, les enjeux de pouvoir, c'est difficile. Donc, et ça peut vraiment jouer énormément sur la manière dont on va utiliser les différentes technologies qui vont émerger dans les années à venir. Parce qu'une technologie, c'est comme tout, on peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient, et ça, c'est pas la technologie qui le fait, c'est l'être humain. Travailler l'aspect sociétal et travailler l'aspect éducation pour permettre aux personnes de garder leur esprit critique permettrait, je pense, d'avoir une société capable de gérer ces choses-là et de gérer le pouvoir et de baisser un petit peu le niveau d'ego de certaines personnes qui ont du pouvoir, peu importe où elles sont, que ce soit en politique ou en industriel, pour être capable d'évoluer en tant que civilisation humaine, quoi. Parce que voilà. Donc le problème, c'est pas la technologie, c'est l'être humain, et l'être humain passe par l'éducation, l'instruction. Et si on fait notre travail à ce niveau-là,
on va augmenter nos chances du bien vivre ensemble. Pourrais-tu partager, ce sur quoi tu travailles en ce moment? Je sais que tu as des projets, qui impliquent de l'intelligence artificielle et qui sont en cours, en ce moment. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? Et bah, je vais rebondir un petit peu sur la partie éducation parce que c'est un des projets qu'on a avec deux amis qui concerne vraiment la science cognitive, la pédagogie. Jérôme, un de mes amis, là, qui a développé une méthode psychocognitive à base de jetons qui permet vraiment aux élèves de travailler leur niveau de littératie, leur niveau de Mmh mh. vocabulaire, leur niveau de logique. Et ça leur permet de comprendre qu'ils sont capables de faire des choses complexes. Et donc, Mmh. ils gagnent de la confiance en eux. Ils prennent conscience vraiment de leurs capacités. Et ça les Mmh. aide beaucoup après au niveau de l'éducation. Ils apprennent vraiment à apprendre et ils ont cette mécanique d'apprentissage-là, ce qui permet d'acquérir de la connaissance plus rapidement à l'école et Mmh. d'être aussi critique à ce qui se passe à l'école. Donc de poser des questions soit aux camarades ou soit aux professeurs, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et que c'est pas normal qu'on ne comprenne pas toutes choses. Voilà. Donc, et nous, l'idée, c'est de numériser vraiment cette méthode-là. Système cognitif complètement transparent et ouvert, Mmh. et une intelligence artificielle par utilisateur, donc par élève, qui va permettre un suivi hyper personnalisé de l'élève dont Mmh. l'objectif, en fait, c'est de monter son niveau de métacognition, monter son niveau de littératie et sa compétence à créer une pensée critique par rapport à Mmh. un environnement particulier. Mmh. Donc, on travaille sur ce genre de projet-là. Donc, on met en place vraiment toutes les méthodes au niveau algorithmique pour être capable d'avoir une IA qui soit transparente, qui soit explicable, qui soit modifiable aussi, c'est-à-dire que un professionnel de la santé ou de l'éducation serait capable de modifier le comportement de l'intelligence artificielle avant que celle-ci Mmh. agisse avec un Mmh. élève, parce qu'une IA n'est pas omnisciente et que un élève vit des choses dans sa vie et que l'IA, elle ne le sait pas. Et puis, on ne va pas Mmh. forcément le demander non plus directement à l'élève parce que c'est des choses qui sont délicates. Donc, il y a une partie d'outils d'IA qui va aider une profession et aussi des élèves, en fait, au niveau de leur cognition, au niveau de leur confiance en eux. Ce qui baissera leur niveau d'anxiété, en fait, et qui vont un petit peu Mmh. vivre l'école d'une manière un peu plus sympathique et qui vont être acteurs de leur éducation, de leur instruction, au lieu de le subir, en fin de compte. Donc, Mmh. on développe ça, c'est une plateforme en ligne qu'on nous sommes en train de développer. Et donc, Mmh. les élèves vont être capables de, d'évoluer dans un environnement 3D comme un jeu d'apprentissage, en fin de compte, hein, Mmh. avec des jetons, et qui vont leur permettre vraiment de travailler leur métacognition. Et j'ai eu la chance aussi de pratiquer un petit peu les jeux cognitifs. Hein. Donc j'ai fait des séances avec Jérôme, mais aussi Natalia. Donc c'est les deux amis avec qui je développe le projet. Et c'est assez bluffant parce que même en ayant un travail intellectuel, on se dit, oui, on a l'habitude de Mmh. faire travailler notre cerveau parce qu'on pense, voilà. Mais on Mmh. oublie que notre cerveau, par défaut, il est un petit peu feignant et qu'on a des chemins automatiques Ouais. qui nous simplifient un petit peu la vie, qu'on est capable de faire des choses sans trop dépenser d'énergie. Sauf que là, ces jeux-là nous permettent de nous bousculer un petit peu. Donc ça fait travailler quand même Mmh. beaucoup. Et c'est vraiment très intéressant parce que là, on constate vraiment en fait qu'on a besoin de ce genre d'outils-là aussi pour maintenir cette capacité cognitive-là et Mmh. de garder en fait cette capacité d'apprentissage qui n'est pas innée en fin de compte, et il faut l'entretenir aussi. Donc, Mmh. l'école, le transfert de connaissances, c'est très très bien, mais il n'y a pas d'outils actuellement pour
voir si un élève a acquis cette compétence d'apprentissage-là. D'accord. Donc, il y en a pas mal qui passent à travers les mailles du filet, donc on n'est pas capable de voir ça. Donc, certains réussissent à avoir des notes à peu près pas mal. Ils arrivent en études supérieures, ils essaient de faire mieux, mais c'est de plus en plus difficile. Et Mhm, si on avait décelé ça avant, on aurait pu vraiment les aider à pousser mhm, ça. Donc, par défaut, mhm, franchement, n'importe qui peut apprendre des choses. Il n'y a pas de, on fonctionne tous avec un cerveau, on est tous uniques, mais les mécaniques sont là, et c'est pour ça qu'on va vers l'hyperpersonnalisation, parce que on a une manière d'évoluer qui est propre à chacun en fin de compte. Donc, faut mhm, s'habituer, faut s'adapter à ça. Donc, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce que, mhm. comme je le disais tout à l'heure, si on, on ne travaille pas cette partie d'instruction et d'éducation, on ne peut pas avoir une population, une société en fait capable de penser par elle-même et de supporter des manières différentes de réfléchir ou d'agir, quoi. C'est super intéressant. Je me dis qu'au-delà des fonctions cognitives, ça pourrait être aussi intéressant de faire l'élève interagir avec la technologie d'une manière intelligente, si on part du principe que de toute façon, euh, la technologie, l'IA en particulier, euh, fera partie de notre vie à l'avenir. Il est intéressant effectivement d'initier les plus jeunes à la technologie, toujours en gardant le contrôle et une bonne intelligence. Ah oui, complètement. Je te suis tout à fait là-dessus et ça permet vraiment de garder cette position de oui, je suis capable de réfléchir par moi-même et je vais utiliser tel ou tel outil parce que je sais, Mhm. ça c'est, je connais les conséquences de l'utilisation de ces outils-là. Super intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. Donc malheureusement, on va devoir clôturer l'épisode. Donc je vais te poser la dernière question. Pour celles et ceux qui souhaitent s'informer davantage sur l'IA, est-ce que tu peux recommander des sources, des livres, des films, des émissions? Alors là, oui, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus, mais après ça dépend aussi de l'école de Mhm, pensée. Moi, il y a un ouvrage qui date un petit peu, parce qu'il est sorti dans les années 70, hein, mais qui est vraiment important, je pense, qui est euh, un ouvrage de Jean-Louis Lemoigne, qui était un professeur, si je ne me trompe pas, de l'université de Marseille, et qui traite sur la théorie des systèmes. Voilà, qu'est-ce qu'un système en général? Et il a beaucoup mhm. travaillé sur qu'est-ce qu'un modèle. Ben, on génère un modèle, on fait un apprentissage pour générer un modèle. Et nous, en tant qu'êtres humains, on génère des modèles continuellement parce qu'on est capable d'utiliser nos propres connaissances pour, et capacités physiques pour évoluer dans un environnement, qu'il soit inconnu ou connu, et donc on génère des modèles. Donc cette notion-là, elle est très importante. Donc ça, c'est un ouvrage vraiment de référence pour moi qui est vraiment très bon. J'ai une autre référence aussi, puis je crois que je l'ai pas très loin. Douglas Hofsteiger, c'est I Am a Strange Loop. Je pense qu'il existe aussi en français. C'est de la science cognitive. I'm a Strange Loop, c'est quoi? C'est en tant que personne, je suis une boucle étrange, donc j'évolue dans un environnement et je boucle dedans. Donc je prends des informations, je traite l'information et j'agis dans mon environnement et ça ne s'arrête jamais. Et dans le monde de systèmes multi-agents dans lequel je travaille, en fait, on appelle ça une boucle systémique. Et ça, c'est des ouvrages qui sont pas trop techniques. Et puis, j'ai un ouvrage que j'ai aimé aussi, The Promise of Artificial Intelligence, qui est ici. Et il est intéressant parce que ce professeur, il parle de l'ancienne manière
de faire de l'intelligence artificielle et de la nouvelle manière de faire de l'intelligence artificielle. Il compare un peu les deux, et puis après, il arrive sur une conclusion que je ne vais pas dire là, mais c'est une approche aussi qui n'est pas technique, hein. Il n'y a pas d'équation, c'est beaucoup des discussions et une présentation un petit peu historique des choses. Mhm. Et c'est très intéressant comme ouvrage. Il y en a plein d'autres, évidemment. Il y en a un qui m'a aidé énormément au niveau des systèmes multi-agents. C'est The Society of Mind de Marvin Minsky. Merci infiniment, Michael. Vous trouverez les références aux livres recommandés par Michael en commentaire. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour de prochains épisodes.